Oui, ça fait longtemps que je n'ai rien publié sur cette chaîne YouTube, c'était pour des raisons professionnelles, mais j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour revenir sur les informations essentielles à retenir pour la saison MotoGP 2025. Salut à toutes et à tous, tout d'abord bonne année 2025 et comme je vous ai dit, je n'ai pas autant alimenté la chaîne YouTube que ces précédentes années pour des raisons professionnelles, pour mon activité principale notamment avec le FSBK que je présente toujours, la KF78 pour laquelle j'ai réalisé une série de vidéos sur toute la saison, vous pouvez la voir juste ici. Il y a également aussi les émissions Flag to Flag où on débriefait du MotoGP avec Rémi Guyot et Yann Marian que j'ai présenté tout au long de l'année 2024. Donc forcément ça représente beaucoup de temps, mais normalement la chaîne YouTube devrait être un petit peu plus alimentée cette saison. Et rentrons dans le vif du sujet, on fait le point sur les informations importantes de la saison 2025 qui commence dans quelques semaines. On débute par le calendrier et notamment les nouveaux ou le retour de certains circuits, notamment avec le circuit de Brno pour le Grand Prix de République tchèque. C'est un circuit très apprécié qui avait disparu du programme en 2020 pour des raisons financières. Là, il se tiendra sur le week-end du 18 au 20 juillet, mais pour réapparaître, il aura besoin d'un petit coup de neuf avec un resurfaçage de la piste. Dans la catégorie entre guillemets retour, on retrouve le Grand Prix d'Argentine sur le circuit de Termas de Riondo. Souvenez-vous, l'année dernière, le Grand Prix d'Argentine a été annulé quelques semaines avant pour des raisons financières aussi, mais là pas pour les mêmes. C'était suite à la politique du nouveau président élu Javier Milei qui a réduit de façon conséquente les dépenses dans de nombreux domaines, ce qui a automatiquement compromis le Grand Prix. Alors la situation n'a pas forcément évolué dans le pays, donc est-ce que le Grand Prix aura lieu? Bonne question. Ensuite, il y a l'arrivée du Grand Prix d'Hongrie. Enfin, mais il n'aura pas lieu sur le fameux Hungaroring, mais dans l'ouest du pays, au Balaton Park. Inauguré en 2023, il doit se tenir du 22 au 24 août, un mois après le World Superbike qui tiendra aussi une épreuve là-bas. Mais là encore, pour accueillir la catégorie reine, le circuit doit faire quelques modifications pour être totalement en accord avec les homologations FIM, notamment avec des modifications au niveau du virage 7, 11, 12 et 13, ce qui va permettre de casser les vitesses à certains endroits, agrandir les zones de dégagement et aussi éviter de rouler face à un mur, c'est quand même mieux. Sur 3 circuits différents comparés à 2024, nous ne sommes pas encore totalement assurés de les voir vraiment au calendrier. D'ailleurs, terminer l'enchaînement de 3 courses d'affilée, ce qui n'était pas forcément le mieux pour les équipes, les organisateurs et bien sûr aussi les pilotes. Et avec tout ça, nous n'avons même pas encore parlé du premier Grand Prix qui ne se tiendra ni au Qatar ni au Portugal comme les années précédentes, mais bien en Thaïlande et ça sera à domicile pour l'un des pilotes de la grille. Pour la première fois dans l'histoire du MotoGP, un Thaïlandais fait partie de la liste des pilotes engagés en Grand Prix en MotoGP et il s'agit de Somkhat Chantra. Il est âgé de 27 ans et il est issu de la filière Asia Talent Cup. Il succède à Takaaki Nakagami et est donc le nouveau coéquipier de Johann Zarco au sein du team LCR Honda de Lucio Cecchinello. Même s'il était 12e en Moto2 en 2024, les saisons précédentes étaient meilleures pour le numéro 35 avec quelques podiums et quelques victoires. Et sa montée en catégorie N a pu être un peu critiquée quant à ses résultats. Laissons quand même Somkhat Chantra faire ses preuves et commencer sur, on le rappelle, l'une des motos les plus en difficulté du plateau en ce moment. Deuxième rookie, c'est Ayogura, qui n'est d'autre que le champion du monde en titre Moto2, qui lui pilotera une RSGP 25 dans le team Trackhouse et donc avec pour coéquipier Raúl Fernandez, qu'il a déjà donc affronté dans la catégorie intermédiaire. D'ailleurs, Ayogura, vous auriez pu le voir beaucoup plus tôt en MotoGP puisqu'il faisait partie du giron Honda et a été pressenti à plusieurs reprises pour le remplacement de Takaaki Nakagami. Ayogura n'était pas forcément prêt pour faire le grand saut en catégorie reine et l'année dernière il a rejoint l'équipe MT Helmet MSI avec qui il a eu son titre. D'autres opportunités se sont offertes à lui, dont Aprilia. Désormais avec le titre en poche, le 79 est prêt pour affronter les meilleurs pilotes du monde.
Enfin, troisième rookie, c'est Fermín Aldeguer. Vous l'avez sans doute peut-être oublié ou pas du tout, mais il a été annoncé avant même le début de la saison 2024, signé par Ducati sur une moto officielle et pressentie chez Pramac. Finalement, pas du tout, il ira chez Gresini et il sera sur une GP24, donc une moto de la saison passée. Et les attentes autour de Fermín Aldeguer sont aussi assez élevées. Alors même s'il a pu faire une saison 2024 un petit peu en dents de scie, avec tout de même des podiums et 3 victoires, il a énormément impressionné fin 2023 avec 4 victoires d'affilée, du jamais vu dans la catégorie Moto 2. Je suis allée un petit peu vite dans la présentation de ces 3 rookies, mais on y reviendra prochainement dans une autre vidéo. Côté Mercato, nombreux sont les changements pour la saison 2024, comme Viñales et Bastianini qui sont chez Tech 3, Acosta qui grimpe dans l'équipe KTM officielle, Miller retourne lui chez Pramac accompagné de Miguel Oliveira qui quitte le giron Aprilia, dans lequel nous retrouvons Marco Bezzecchi qui, comme le champion du monde en titre Jorge Martin, décroche enfin le guidon d'une moto officielle que Ducati n'a pu leur donner, et c'est justement là le changement majeur et clé, Marc Marquez aux côtés de Bagnaia au sein du team Ducati officiel. Inutile de vous rappeler à quel point la signature de Marquez avec les rouges a fait parler, d'autant plus que Martin convoitait ce siège, enfin ce guidon depuis des années. Bref, c'était l'un des points clés de 2024 et ça le sera aussi pour 2025, mais plus là côté piste. Les attentes autour de Marquez sont élevées puisqu'il a la meilleure machine du plateau. Il est aux côtés du meilleur représentant de la marque depuis des années, Francesco Bagnaia, et la pression est autre. L'année dernière, il était dans un team satellite pour juger de ses capacités, savoir s'il pouvait continuer ou non sa carrière. Là, c'est bien différent. Ça implique de se battre pour un titre. Au final, quand le constructeur qui est leader du moment mise sur vous, vous avez cette pression pour essayer de vous battre pour le titre, nous dit Marquez. Donc revoir le 93 avec l'ambition d'aller chercher un titre qu'il n'a pas eu depuis 2019, son dernier. Aux côtés, comme on l'a dit encore une fois, de Bagnaia, ça annonce une saison palpitante, d'autant plus qu'à eux deux seulement, ils réunissent 11 titres de champion du monde. C'est le meilleur line-up de la grille et il va être intéressant de voir comment Daninia et Tardozzi vont gérer la rivalité entre les deux. Ça va être une problématique sur laquelle les deux vont devoir se pencher à un moment donné ou à un autre pendant les 2 saisons qui vont les lier. Autre information essentielle avec Pramac qui n'est plus Ducati mais qui est désormais Team Satellite Yamaha. Donc Ducati n'aura plus 8 motos sur la grille mais vraiment plus que 6. C'est déjà pas mal. Cela dit, revoir 14 podiums 100% Ducati, ça semble être un peu compliqué, mais on ne sait jamais entre Bagnaia et Marquez. Bref, on verra. D'ailleurs, c'est quoi votre pronostic pour cette année? Moi, j'ai envie de savoir. Qui sera champion du monde? Côté moto, beaucoup de choses à tester, notamment sur la GP25, la meilleure moto du plateau, avec un nouveau bras oscillant, un nouveau carénage, un nouveau châssis, un all-shot device complètement repensé, mais pas de révolution majeure ni de grosse prise de risque. Surtout, on peut parler du moteur où il n'y a pas énormément d'évolution puisque, rappelez-vous, dans quelques temps, ils ne pourront plus rien modifier de ce côté-là. Et oui, puisque le développement moteur sera gelé à partir du premier Grand Prix de cette saison jusqu'à la fin 2026. Pourquoi? Pour permettre de contrôler les dépenses et de se concentrer sur le changement moteur s'opérant en 2027 qui passera de 1000 cm3 à 850. Une décision qui avait été officialisée par la commission des Grands Prix en octobre dernier, mais bien sûr, comme dans tout, il y a des exceptions, notamment pour le système de concession, puisque les catégories C et D pourront toujours effectuer un développement au niveau de leur moteur, donc en l'occurrence Honda et Yamaha. Et il y en a encore une autre, sous réserve de ne pas gagner en performance, c'est s'il y a des problèmes liés à la sécurité, fiabilité et si les composants sont indisponibles. Voici les informations essentielles donc à retenir pour la saison 2025. Bien sûr, il y en a d'autres comme le Moto 2 et le Moto 3 qui auront désormais le même format d'essai que le MotoGP, donc 2 séances d'essai libre et 1 d'essai pour se qualifier directement en Q2. Jorge Martin qui désormais portera le numéro 1 sur sa RS GP25. Il y a également eu beaucoup de mouvements du côté des ingénieurs et des team managers, à commencer par Aki Ajo qui remplace Francesco Guidotti chez KTM dans les fonctions de team manager, Paolo Pavezio qui succède à Lin Jarvis chez Yamaha,
Fabiano Sterlachini qui rejoint Aprilia en tant que directeur technique et Albasiano qui quitte lui le constructeur italien pour le HRC pour les mêmes fonctions. Et cette saison, il y a des informations à suivre de près, notamment le rachat du MotoGP par Liberty Media, qui est détenteur de la F1, rappelez-vous, mais là qui est sous enquête de la Commission européenne pour savoir si c'est conforme aux règles liées à la concurrence. Mais il y a aussi une information à suivre en ce moment, c'est KTM et ses difficultés financières. C'est une annonce qui est tombée en fin d'année dernière, expliquant que KTM avait des milliards d'euros de dettes, un nombre de motos colossal invendues. La procédure de restructuration a été acceptée, il y a des investisseurs qui se sont montrés pour aider le groupe autrichien à se relever, mais la crise est toujours d'actualité, si bien que KTM n'est pas encore sûr de pouvoir participer au MotoGP en 2026. À la suite du tournage de cette vidéo, le PDG du groupe Pirer Mobility, Stéphane Pirer, a annoncé quitter son poste, mais restera toujours dans l'entreprise en tant que co-PDG. Forcément, on peut se poser des questions quant à l'avenir de Pedro Acosta, qui est un pur produit KTM, tout comme de Brad Binder, mais aussi de Enea Bastianini et de Maverick Viñales qui viennent de signer chez Tech 3. Tech 3 aussi, quels vont être les impacts pour cette équipe française, mais aussi, inévitablement, pour le MotoGP. C'est une affaire à suivre dans les prochaines semaines. Quant à nous, on se retrouve la prochaine pour parler des 3 rookies. On va revenir beaucoup plus sur leur profil et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut! Oh mon Dieu! La gênance de la meuf! Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas venue. Purée, bah je comprends pourquoi. Allez, salut!